Bienvenue, je suis Nicolas Pietrelli de Web Girondin et vous êtes dans C'est l'heure de l'apéro, le podcast quotidien sur les Girondins de Bordeaux. Nous sommes dans la 13e émission de cette série. Vous la retrouvez tous les jours, du lundi au vendredi, pour l'heure de l'apéro à 18h30. Après, si vous voulez prendre l'apéro plus tôt, vous pouvez. Aujourd'hui, j'accueille tout de suite Nicolas Paolorsi de RMC Sport et Florian Sabatier de Web Girondin. Salut messieurs. Salut les gars, ouais, moi avec le confinement je commence l'apéro à 10h du matin, ça devient dur là. Ouais, ouais très dur même. Ça fait mal au crâne hein. C'est le petit déjeuner là. Ah bah ouais. Pas grand chose à faire. Hein. Bon et toi Flo, tu le commences à quelle heure? Le petit déjeuner ou l'apéro? Les deux. Ouais, l'apéro ça dépend, enfin de temps en temps ça peut être 17h hein, tu sais, tellement 17 même 16h hein, tant le temps est long et qu'il faut que ça passe un peu plus vite. Hein. À l'heure du goûter quoi. Ouais. Voilà, c'est ça exactement. Ouais, le goûter des adultes. Voilà, magnifique. C'est ça. Mais merci à tous et toutes de nous suivre en nombre. J'espère que vous passez une belle journée. Nous sommes ravis d'être avec vous. Aujourd'hui, dans cette émission, on aborde bien entendu un thème sur les Girondins de Bordeaux, mais hier, nous avons étudier la situation de Maxime Pounger et de Paul Bays et on vous a posé une question sur Web Girondin. On vous a demandé est-ce que ces deux joueurs avaient un avenir aux Girondins de Bordeaux. Bon, sans surprise, hein, les gars, 85% de non. Hein. On estime qu'ils n'ont pas d'avenir, 28% de oui quand même. Hein. Et qu'est-ce que vous en dites? Ouais, classique. Logique par rapport à ma vie, hein, ouais, voilà, rien de surprenant. Voilà. Ok. C'est surtout deux joueurs dont il va falloir vite clarifier la situation pour le club, quoi. Oui, c'est vrai, tout à fait. Oui, mais bon, après, comme on l'a dit, il y en a plus un qui est censé quitter Bordeaux cet été, Maxime Pounger, plutôt que Paul Bays, qu'on voit vraiment aller au bout de son contrat. C'est vrai. Voilà, c'est ce que vous aviez dit. Si vous n'avez pas écouté l'émission, elle est disponible en replay sur YouTube, les plateformes de podcast et sur Web Girondin. Allez, détendez-vous. On va commencer cette émission et on va parler Brésil. On va avec nos deux derniers rescapés de la colonie brésilienne qu'il y avait aux Girondins de Bordeaux, Otavio et Pablo. Ils font partie des plus anciens de l'effectif. Donc, on va s'arrêter sur la situation de chacun d'entre eux. Déjà, les Brésiliens, il y en a plus beaucoup maintenant aux Girondins. Par rapport à l'époque où on avait Cafu, Malcolm, notamment, qui venaient les compléter. La filière est réduite, Nico. Ouais, la filière est réduite. Ça peut s'expliquer par beaucoup de choses. Déjà parce qu'on a changé de propriétaire et qu'on sait qu'à l'époque il y avait la cellule de recrutement était très présente sur le continent sud-américain avec Charles Campaoro qui a ramené pas mal de joueurs et qui était un peu l'œil des Girondins là-bas, qui avait de très gros réseaux au Brésil. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait venir tous ces joueurs dont tu parlais, Malcolm, tout ça. Donc, Campaoro travaille plus pour le club, puisque GACP et King Street sont venus avec leur propre réseau. Donc, c'est en grande partie ce qui explique, on va pas dire la fin de la filière brésilienne, mais le fait que Bordeaux soit un petit peu moins présent sur le marché brésilien. Ouais, Flo, on peut le regretter ça, parce qu'on a quand même eu des pépites, hein. Alors, il y a eu des échecs, mais il y a quand même eu, j'ai le sentiment, avec les joueurs brésiliens, il y a eu plus de réussites que d'échecs, j'ai le sentiment. Oui, c'est sûr. Après, bon, voilà, il y a eu deux, trois échecs quand même avec, oui. forcément, t'as eu Christian à une certaine époque, t'as eu André, t'as eu Jonathan Carfou malgré tout qui est vraiment un plus qu'un flop. Donc oui, est-ce que c'est sûr que comme le disait Nico, il y avait une cellule de recrutement qui faisait le boulot peut-être par rapport à ça, et je serais tenté de dire aussi, c'est un peu compliqué d'aller chercher des Brésiliens à l'heure actuelle aussi, parce que ils ont là ces deux trois dernières saisons, ils en ont pas sorti des gros, et si on regarde un peu au niveau des transferts, c'est surtout des on va dire entre guillemets des anciens, c'est-à-dire des joueurs qui ont un peu plus de 25-26 ans, qui sortent un peu du lot, même si le Real Madrid arrive à chercher des joueurs comme Vinicius ou Rodrigo, mais c'est vrai que je trouve que les Brésiliens là ces derniers temps ont du mal un petit peu à éclore quand même, donc je pense que c'est un peu des deux, à la fois tu vas pas forcément chercher des joueurs comme ça, mais aussi il n'y a pas grand chose sur le marché.
D'accord. Même si les gars, il faut quand même un peu différencier le cas de Cafu parce que on parle vraiment des Brésiliens là qu'on va chercher au Brésil, hein, avec la filière qui est implantée au Brésil. Cafu, ils sont allés le chercher il était où déjà? À Ludogorets en Bulgarie. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est différent. C'est pas vraiment un joueur qui vient du marché brésilien. Oui, c'est vrai, exact. Ouais, bon, on sait pas, on pourra peut-être avoir des surprises, mais c'est vrai depuis, t'as raison, j'avais pas fait ce lien avec le nouveau propriétaire. Ils vont pas le chercher au Brésil, ils ont pas. Ouais, il doit avoir un œil là-bas quand même, mais c'est pas leur. Non, mais ils ont un œil là-bas, mais après, c'est des cellules de recrutement, il faut les implanter, il faut vraiment avoir des réseaux précis, forts pour que les joueurs au final fassent le choix de ton club et pas d'autres clubs. Et là où Bordeaux était vraiment bien implanté au Brésil il y a quelques années, via ce monsieur dont on parlait tout à l'heure, Bordeaux est un petit peu moins présent. Alors après, Eduardo Massa, bien évidemment, il a des yeux au Brésil, hein, il a des yeux un petit peu partout, mais lui, voilà, il a d'autres réseaux, le Portugal plus, un petit peu les pays de l'Est également. Bordeaux est plus présent sur le marché des pays de l'Est, a envoyé un peu plus de recruteurs dans ces pays-là. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire que les Girondins font abstraction du marché brésilien et ne regardent plus du tout au Brésil. C'est juste qu'avant, c'était plus simple de faire signer des joueurs parce que tu avais une vraie fidélité entre Bordeaux et le Brésil via sa cellule de recrutement. Allez, on commence avec nos deux joueurs brésiliens. Le premier, c'est Otavio. Il a 25 ans aujourd'hui. Il est arrivé à Bordeaux lors de l'été 2017. Et on s'aperçoit que depuis l'arrivée de Paulo Sousa, il joue plus. Moi, j'ai le sentiment qu'il a progressé, si on s'arrête un peu sur sa situation. Et on a le sentiment aussi qu'il est bien intégré à Bordeaux et qui se plaît dans ce club avec une prolongation récente. Flo, comment t'analyses sa progression depuis 2017 à aujourd'hui, 2020 à Otavio? Je dirais il a connu des débuts difficiles parce que dans le sens où il est arrivé de l'Atlético Paranaense, si je dis pas de bêtises, donc aussi il faut dire que le championnat brésilien, tu as quand même beaucoup de boulevards, notamment au milieu où c'est un peu à sens unique, donc c'est un peu compliqué aussi de passer ce palier là avec le continent européen, surtout que pour un peu être dans si on compare d'autres milieux de terrain brésiliens à son poste, il y a pas énormément de monde non plus. Donc voilà. Après, je pense que oui, il a connu des difficultés dans le sens où Gourvenec le faisait jouer, mais pas trop non plus. Poyet ne voulait clairement pas en entendre parler. Et après, Paulo Sousa, je pense un peu aussi avec la force des choses, était un peu obligé de le faire jouer parce qu'il n'y avait pas grand monde. Basic venait tout juste d'arriver l'année l'été d'avant, donc fallait qu'il s'acclimate un petit peu. Et en plus, je pense que c'était véritablement le seul vrai 6 que tu avais dans ton milieu de terrain, donc je pense que aussi Otavio s'est amélioré notamment sur son jeu vers l'avant, parce qu'au niveau gratteur de ballon, je pense qu'il y a rien à dire, et au fur et à mesure du temps, on a vu qu'il a progressé. Il avait marqué un superbe doublé contre le Nîmes Olympique avec notamment une frappe lointaine, je crois à 25-30 mètres. Donc voilà, avait bien battu Bernardoni. Et puis bon, moi je ne cesse de le rappeler, mais c'est vrai que moi je trouve que quand même à Bordeaux tu as beaucoup de joueurs au milieu qui ont progressé. Est-ce que c'est le fait de Paulo Sousa qui a joué à ce poste-là et qui connaît parfaitement ce poste? Moi je pense que oui. Nico. Oui. Alors moi je pense que Otavio c'est vraiment le poumon de cette équipe au milieu de terrain. C'est le joueur à tout faire. C'est le mec qui est jamais blessé. C'est le gars sur qui tu peux compter. C'est ton soldat. C'est un joueur qui monte en puissance, régulier pour le coup. Et c'est vrai qu'à Bordeaux c'est rare d'avoir des joueurs aussi réguliers. Alors des fois il est capable de faire des erreurs. Hein. Ce match à Marseille où il fait cette relance horrible. Bon voilà, ça lui arrive. Mais globalement moi je trouve que c'est un joueur qui est très régulier. Je trouve que c'est un joueur qui apporte énormément parce qu'il a un vrai volume de jeu. Il est capable de courir longtemps, très intelligent dans son placement. Flo le disait, en termes de grattage de ballon, c'est quand même assez impressionnant. Il est très intelligent dans sa lecture de jeu. Et il lui manquait ce petit truc, cette projection vers l'avant, vraiment, ou dans un milieu à deux,
il faut que tes milieu de terrain, quand tu joues à deux, soient capables de se projeter un petit peu. Ottavio, c'était la vraie pure sentinelle, et ça, je suis d'accord avec Flo, il a bien évolué là-dessus. Donc ça, c'est quand même un gros point fort. Clairement, c'est un homme de base de cette équipe. C'est quelqu'un qui parle bien français maintenant. Avec Pablo aussi, on y reviendra. Mais au niveau de la personnalité, c'est des joueurs qui comptent dans le club, viennent en conférence de presse. Ça peut être un détail, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs non plus qui viennent en conférence de presse et en qui le club a confiance pour venir parler face aux médias. Il le fait. Il est vraiment en train de s'émanciper. On le sent au niveau de la personnalité. C'est un joueur qui est encore plutôt jeune, enfin, en tout cas, pas vieux, 26 ans, il va avoir 26 ans, il les a pas encore, donc voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment la saison de la confirmation et de l'affirmation de son potentiel. C'est un vrai bon joueur, Ottavio, c'est un vrai bon joueur de Ligue 1. Il a passé le cap de s'adapter à l'Europe, comme il le dit souvent. Alors c'est rigolo parce que c'est vrai quand il donne ses interviews, il est très ambitieux. Pour Bordeaux, c'est tout de suite Ligue des Champions dans toutes ses interviews. Et c'est vrai je trouve qu'il est assez frais, quoi. Ça n'a pas l'air d'être le coéquipier qui fait la tête. Il va toujours, j'ai le sentiment, dans le sens de l'équipe. Après, c'est les Brésiliens, Nico. Tu sais, voilà, les Brésiliens, tu le vois quand ils sont pas bien, ils sont pas joyeux, et quand ça va, ils sont joyeux. Voilà, ça, je pense que c'est un petit peu ce qui fait la force des Brésiliens dans un groupe. C'est vrai qu'ils amènent une vraie joie de vivre. Et tu l'as dit, c'est un bon mec. Alors après, c'est vrai que des fois, en interview, il est un peu ambitieux. Est-ce que c'est parce que des fois, il a un peu du mal à s'exprimer en français, et donc à préciser sa pensée, c'est possible aussi. Mais moi, personnellement, je préfère un joueur qui vient en conf de presse et qui me dit nous, on va aller chercher les places européennes, on n'y arrive pas, mais il faut qu'on gagne. Voilà. Même si des fois, c'est un petit peu éloigné de la réalité, plutôt que des joueurs qui regardent vers le bas et qui regardent le maintien. Moi, je préfère avoir ce discours-là. Je trouve que c'est plus ambitieux. Et même si des fois, c'est moins réaliste, au moins, ça prouve que tu as des joueurs qui ont envie de tirer ce club vers le haut et de redorer un petit peu son blason. Il avait dit au micro de Dorian Malvezin, qu'on salue, il avait dit qu'il était très bien intégré à Bordeaux, qu'il se sentait bordelais avec sa famille. Et ça, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui le disent. Ça peut faire aussi la différence, le fait d'être bien dans la ville, comparé à Pablo, où il avait dit dans cette interview que lui, c'était vraiment bien intégré, sa famille aussi, à la différence de Pablo, qui avait plus de difficultés. Pablo arrivait tout seul aussi. Faut pas oublier qu'il est arrivé. Il y avait plus trop de Brésiliens. Je crois que Malcolm était même pas arrivé. 2015, Pablo. Donc c'est compliqué quand même. Tandis qu'Ottavio, il y avait quand même Pablo qui a pu un peu le seconder, l'aider à s'acclimater au maximum. Je pense que ça doit pas être simple. Nous on connaît pas trop cette situation-là, mais je pense que ça doit pas être simple quand tu débarques un peu du jour au lendemain dans un pays dont tu ne connais pas la langue, dont tu ne connais pas la culture, et où tu dois bosser et tu dois aussi t'acclimater. Je pense que ça doit être pas simple. C'est pour ça que peut-être c'est pour ça que les deux situations sont peut-être différentes. Allez, avant de parler de son avenir, on va parler de Pablo. Alors lui, il est arrivé plutôt 2 ans avant, en 2015. C'était sous l'ère Willy Sagnol, si on peut l'appeler comme ça. Lui aussi, il a progressé de 2015 à aujourd'hui. Il y a eu un prêt au Corinthians. Il est revenu, et depuis qu'il est revenu, je crois que c'était l'hiver 2017, ou 2018, je sais plus. Mais c'est le boss de la défense, quoi, Pablo. C'est impressionnant. Ouais, c'est un des meilleurs défenseurs du championnat. C'est ce que répète Paulo Sousa dans le duel, en tout cas. Et je pense qu'il a raison. C'est vraiment un joueur qui est très fort sur l'homme. C'est un joueur qui dégage beaucoup de charisme, beaucoup d'autorité physique. Voilà, même si dans une défense à 3, quand il jouait sur ce côté gauche de la défense à 3, on a pu voir que la relance et son pied gauche, c'était pas vraiment sa principale qualité. Mais encore une fois, ça, c'était un choix de Sousa de le faire jouer à ce poste-là. Moi, j'aime beaucoup le joueur. J'aime ce qu'il dégage. J'aime quand il vient nous parler. J'aime quand il est sur le terrain. Il amène quelque chose. Il a cette grinta. Et en plus, c'est un des défenseurs qui marque le plus de buts en Ligue 1. Je crois qu'il a 4 buts en Ligue 1, c'est ça, cette saison? Tout à fait. Ça doit être ça. 4 buts sur corner, il me semble. Et je crois que c'est le défenseur le plus prolifique, le défenseur central le plus prolifique en Ligue 1. Donc c'est un mec en plus qui t'amène une vraie plus-value offensivement.
il y a rien à dire sur Pablo sportivement. Pour moi, c'est un top joueur. C'est un des top joueurs du championnat. Et je pense qu'il y a pas mal d'équipes de Ligue 1. Tu vois, si on prend l'effectif des Girondins de Bordeaux et qu'on se dit actuellement quel joueur des Girondins tu peux mettre dans une équipe du top 3, top 4, capable de faire la Ligue des Champions, que ce soit Lille, Lyon, Monaco, bon, on exclut Paris bien évidemment, mais voilà, et ben Pablo, tu peux le mettre, je pense, dans toutes ces équipes, il joue et il fait la maille, quoi. Et franchement, pour moi, c'est une vraie belle révélation depuis son retour de prêt, depuis que les Girondins l'ont rapatrié. Ouais. Flo, son petit souci, alors là on a vu tout le côté positif de Pablo, petit souci, c'est quoi? C'est sa fragilité physique? Je pense malheureusement, c'est peut-être là où il y a le bas qui blesse entre guillemets, parce que clairement, même l'année dernière, je me rappelle, je veux dire, il fait 6 premiers mois jusqu'à une petite blessure fin décembre contre l'AS Saint-Étienne, il était énorme. Et je crois qu'il avait été élu par nos internautes 2 à 3 fois meilleur joueur du mois. C'est dire, même je me rappelle l'ancien attaché de presse se poser la question, mais en fait il va gagner le trophée tout le temps. Mais c'est vrai qu'il était vraiment, je serais tenté de dire au sommet de son art, parce que vraiment il était énorme, il faisait tout ce qu'il fallait. Et après, il a eu cette petite blessure et il a eu un petit peu plus des difficultés. Donc voilà, là il s'est fait quand même les ligaments croisés. C'est une blessure qui est, je pense, loin d'être simple pour un footballeur. Et j'aime bien paraphraser un entraîneur italien qui disait sur un joueur qu'il avait justement, qui s'était fait les croisés, qui était très pessimiste en fait après la blessure, dans le sens où il disait que, écoutez, bien évidemment on va avoir une rééducation de 6 à 7 mois, mais il faut quand même quasiment 1 an pour retrouver la plénitude de ses moyens et son niveau, et je pense que malheureusement ça va être un petit peu le cas aussi pour Pablo. Ça peut prendre du temps, parce que bon voilà, il faut que vraiment ton genou, même si en général après opération ton genou est renforcé et plus fort qu'avant, et qu'en général même ton genou où tu t'es blessé est plus résistant que l'autre genou. Donc on verra. C'est la deuxième fois, Flo, non, qui se fait les ligaments je suis pas sûr. Il n'y avait pas eu une grave blessure comme ça au début, à son arrivée? Alors là, je t'avoue, j'ai un doute. Je sais qu'il avait toujours une délicatesse à son genou, ça c'est sûr, mais c'était si Nicolas le sait. des déchirures ou autre, mais pas ligaments croisés, de mémoire. Croisés, je crois pas. Alors peut-être qu'il se les a fait au Brésil, mais à Bordeaux, je crois pas. Je crois que c'est la première fois. Ok. Non, mais ça c'est sûr, mais on en parlera quand on évoquera son avenir, mais sa blessure au genou, c'est quelque chose qui va peser énormément pour la suite. Ouais, comparer les personnalités, il est très positif, je trouve, quand il parle, c'est joyeux, c'est plaisant de l'entendre. Il est marrant, je trouve, il est rigolo. Ouais. Il est brésilien, quoi. Les deux, quand ils sont ensemble. Alors, Otavio est un peu plus discret. Oui. Peut-être que pas un petit peu plus expansif, mais c'est quelqu'un qui a maîtrisé le français plus vite, ou en tout cas qui a osé parler français en public plus vite aussi. Donc c'est pour ça qu'on a cette perception-là, très probablement. Mais comme dit Flo, il est arrivé en plus avant. Mais voilà, ouais, c'est franchement au niveau de la personnalité, c'est deux bons mecs, c'est des gars qui sont devenus importants dans le vestiaire. Et puis on sait qu'il y a toujours eu une communauté sud-américaine importante à Bordeaux, même si c'est moins le cas du coup, mais c'est toujours important aussi d'avoir des joueurs comme ça, expérimentés d'Amérique du Sud, capables de parler portugais, de comprendre un peu l'espagnol, d'être important, parce que tu sais que si tu fais signer des joueurs, par exemple un Ruben Pardo, des mecs comme ça, ils s'intègrent beaucoup plus vite avec ce genre de mecs, ils sont plus proches de leur culture, donc c'est aussi important pour faire venir d'autres joueurs. Alors, j'ai vérifié pour la blessure. Donc, c'est un claquage tendineux, 50 jours d'absence. C'était en janvier 2016, donc 6 mois après son arrivée, voilà, à Bordeaux. Et il avait été absent longtemps. Voilà. Très bien. En plus, il a découvert, faut pas l'oublier, l'équipe, la sélection du Brésil. Bon, ça a été de courte durée, mais c'est avec Bordeaux qu'il a accédé à cette haute distinction entre guillemets. Voilà. Ouais. Est-ce que vous pensez que Otavio, il peut encore progresser? Oui. Ouais, moi je pense, parce que Flo l'a bien répété. Il a encore une marge de progression assez énorme dans
sur la projection vers le but adverse. C'est un joueur qui peut faire, je pense, à mon sens, plus de stats. Alors, j'aime pas parler de stats parce que maintenant, tout le monde parle de stats dans le foot. C'est pas forcément des stats, mais je pense qu'il peut être plus important dans la dernière passe. Parce que c'est un joueur qui a une bonne vision du jeu, qui a une vraie qualité de passe. Et je pense que c'est vraiment un domaine où il peut progresser. Alors, je sais pas combien il est de passes décisives cette saison. Il doit être à 3 ou 2 passes décisives. 3 en Ligue 1. Ouais, 3 en Ligue 1. Je pense que tu vois, il peut en donner encore 2-3 de plus facilement, parce que des fois, on le voit maintenant, et c'était pas le cas avant, être dans les 30, 40 derniers mètres, avoir le ballon et avoir la possibilité de le glisser, de faire le bon choix. Et c'est là où encore il manque un petit peu quelque chose. Mais bon, franchement, il s'est déjà bien transformé avec Sousa, et je suis sûr que ça va venir. On le disait, c'est pas encore un joueur qui est vieux, hein. Otavio, il va avoir 26 ans. Donc, ouais, moi je pense que clairement, il a une belle marge de progression encore. On a l'impression qu'il est plus vieux. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu son âge, je disais, ah oui, c'est vrai qu'il a que 25 ans. Il est arrivé. Ouais, il est arrivé jeune à Bordeaux. Ouais. Flo, tu penses que Bordeaux va s'appuyer sur lui là pour l'avenir? Est-ce que c'est un homme de base des Girondins? Alors, il va peut-être être sollicité au mercato. Et en plus, tu l'as souligné, Flo, c'est le seul qui évolue à ce poste dans l'effectif. C'est le seul sentinelle, la seule sentinelle qui évolue à ce poste. Oui, en plus, on verra. Je pense que bon, il a quand même prolongé. Et de ce que je savais l'année dernière, c'était juste avant le match de l'Olympique de Marseille, la réception de l'Olympique de Marseille, son agent était apparemment sollicité par quelques clubs espagnols qui s'intéressaient déjà de près aux prestations d'Otavio depuis un petit moment. Donc apparemment ça s'est un peu estompé, peut-être du fait aussi de la saison de Bordeaux qui est pas fantastique. À la limite, c'est pas plus mal quand on sait pour moi l'importance qu'il a. Je veux dire, quand il était pas là, par exemple sur le premier match à Angers, on a senti clairement la différence, où tu avais quand même un Bordeaux qui était je sais pas, complètement à l'ouest, on dira. Donc voilà, après c'est sûr, moi je pense que c'est un joueur sur lequel tu dois compter encore une ou deux saisons supplémentaires, et après et puis je pense que quand il partira, à mon avis, ça sera aussi du fait, comme le disait Nico, peut-être des stats individuelles, parce que c'est vrai que bon, il a pas fait énormément de passes décisives cette saison, mais on voit qu'il y a une amélioration. Clairement, moi je me rappelle de cette petite passe en cloche qui donne à Rémi Houdin, notamment pour le but victorieux à Metz, qui est magnifique. On voit qu'il y a un vrai potentiel pour être entre guillemets un box to box, parce que c'est-à-dire c'est pas trop un box to box dans l'âme, mais vraiment quelqu'un qui fait le job sur le plan défensif, mais aussi quelqu'un qui peut t'apporter ce petit plus supplémentaire offensivement. Et je pense que là où il y a vraiment un secteur où il peut s'améliorer, pour moi, c'est vraiment sur son jeu long, parce que honnêtement, il a une qualité de passe, comme le disait Nico, vraiment excellente, surtout sur du jeu court. Mais c'est vrai que sur le jeu long, de temps en temps, il essaie d'allonger, mais c'est un peu inefficace par moment, et c'est dommage, parce que vraiment pour moi c'est un super joueur, autant sur l'état d'esprit que dans le jeu, clairement. Et je pense qu'il y a un deuxième axe de progression, c'est peut-être aussi sur les gros matchs, où de temps en temps il disparaît un petit peu. Je pense que là-dessus, quand il aura un petit match référence face à des gros, que ça soit l'OM, que ça soit le Paris Saint-Germain et d'autres, je pense que ça sera quelque chose aussi de bien pour lui, mais aussi pour les Girondins. Nico, on a vu Otavio. Alors je sais pas si tu veux compléter sur Otavio, rajouter quelque chose avant de passer à Pablo. Tu veux qu'on parle de son avenir? Ouais, Otavio, bon, son avenir, de toute façon, Flo, il le voit rester 2 ans, toi aussi, à Otavio? Ouais, moi je pense que, en tout cas, ils l'ont fait prolonger, et si jamais il partira cher. Enfin, cher. En tout cas, on fera une plus-value encore une fois à la revente. Oui, moi je pense que c'est un joueur qui va rester encore au moins une saison. Ça c'est sûr, et c'est un joueur qui peut encore apporter beaucoup. Et puis, contrairement à Pablo, c'est un joueur qui se blesse quand même très peu. Ouais. Donc tu es quasiment sûr, avant de débuter un match, que tu peux cocher le nom d'Otavio sur ta feuille. Et c'est quand même un luxe d'avoir un joueur comme ça, parce que même si c'est pas un joueur bling-bling flamboyant et tout, tu sais que c'est quand même un pilier de ton milieu de terrain. Après, pour parler
De Pablo, alors Pablo, ça va être très compliqué. Moi, Pablo, personnellement, je pensais qu'il allait partir cet été, qu'il fallait le vendre. Alors, il y a plusieurs choses qui sont rentrées en compte. Déjà, sa femme, alors tu parlais du fait que sa famille avait eu du mal à s'intégrer à Bordeaux, mais maintenant, ils se sentent très bien à Bordeaux. Ils viennent d'avoir leur deuxième enfant, et qui est né à Bordeaux. Donc, c'est quelque chose qui peut peser, mais Pablo, il va avoir 29 ans et je pense que c'était très probablement la possibilité pour lui cet été de signer pas son dernier contrat, mais en tout cas son dernier beau contrat, puisqu'il est en contrat avec Bordeaux jusqu'en 2021. Et je pense que le club avait plutôt prévu de le lâcher cet été. C'est pour ça que Loris Benito est arrivé aussi pour couvrir le poste de central, je pense, et que tu as Jovanovic derrière qui pousse. Et moi, je trouve qu'à chaque fois qu'il joue, Jovanovic il est plutôt bon en plus. Donc, je pense que c'était une bonne chose de vendre Pablo, qui a quand même encore une belle cote, qui est international brésilien, tu l'as dit, de sélection, qui est devenu international avec les Girondins. Alors, même si c'était pas cette saison, quand même, sur le CV, ça claque quand même d'être international brésilien. Donc, je pense que je pense qu'il fallait le vendre. Le problème, c'est cette blessure au genou, cette sale blessure au genou, et puis ce mercato qui va être très compliqué pour tous les clubs. Donc très honnêtement, alors que je le voyais partir et alors que je pensais que le club allait faire pas le forcing pour le vendre, mais en tout cas s'il y avait une offre, ne le retiendrait pas. Je pense que la donne va changer parce que quand est-ce qu'il pourrait potentiellement reprendre la compétition? Il s'est blessé février, c'est ça? Oui. Ça fait reprise on va dire septembre-octobre, allez. Oui, donc voilà. Ça veut dire que c'est opérationnel tu fais pas de prépa, t'es pas opérationnel pour le début de saison. Et encore comme dit Flo, au début, tu manques de rythme, tu vas cravacher, donc t'es pas vraiment prêt. Tu rejoues au foot, mais t'es pas vraiment prêt. T'as ça, et puis t'as le fait que le mercato, est-ce qu'un club va mettre, parce que je pense qu'il les vaut, on va dire entre 6 et 10 millions sur Pablo. J'en suis pas sûr. Donc très honnêtement, je pense qu'il va falloir bosser sur la prolongation de Pablo aussi pour le verrouiller, parce que si jamais il part pas cet été, ça serait couillon quand même de le laisser filer libre en juin prochain. Prochaine. Ouais. Bon, c'est ça, hein, t'as tout dit. Hein. Je sais pas si tu veux compléter sur Pablo. Flo, ce qu'on sait, c'est qu'on va le revoir sous le maillot des Girondins en 2020. Ça, c'est une certitude sur la fin de l'année. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Écoute, pour en parler très rapidement, moi, c'est vrai que je le voyais partir peut-être l'été dernier aussi, pareil. Et puis même l'été d'avant, je me rappelle quand Krasnodar était arrivé avec une petite offre de 8 millions, je crois. Ou plus. 12 même. Plus. Ah oui, 12. 12. Ah, oui. 12, pardon. Donc oui, c'est vrai que je sais pas, je pense qu'il partira pas maintenant et à mon avis ça sera compliqué de le voir vraiment partir des Girondins au fil du temps, parce que comme le dit Nico, voilà, et bon, il a 29 ans, je crois, ou 28, le temps de revenir à son niveau et d'être, on va dire, médiatiquement visible, ça va être un peu compliqué peut-être avec les Girondins sur les 6-12 prochains mois. Donc je pense qu'à mon avis il peut rester sur la durée et peut-être nous faire une Carlos Henrique à la limite. Voilà, bon, messieurs, merci. L'avenir nous en dira plus sur les performances et le fait que ces deux joueurs restent à Bordeaux longtemps ou pas. Vous aussi, donnez-nous votre avis sur ces deux Brésiliens. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes content de les avoir sous le maillot des Girondins? Est-ce que vous souhaitez qu'ils restent encore de longues saisons à Bordeaux? Messieurs, merci. Bonne journée, bonne soirée à tous. Bye. Allez, Salut. À bientôt. Salut.